Ouverture ce lundi du procès de Jean-Noël Abbaye en Côte d'Ivoire, l'ex-chef du groupement du bataillon armé du camp Agban. Présidentielle en Égypte, l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik a indiqué qu'il ne sera pas candidat à l'élection prévue cette année. La ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est fermée, une décision prise par Malabo. Merci de nous préférer pour vous informer, chers amis téléspectateurs, bienvenue. En Côte d'Ivoire a repris ce lundi le procès de Jean-Noël Abbaye. Il s'agit d'un commandant de l'armée proche du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les précisions, ce sera à travers ce élément. Considéré comme l'une des pièces maîtresses de l'organisation sécuritaire de l'ancien président Laurent Gbagbo, Jean-Noël Abbaye, ex-chef du gouvernement du bataillon armé du camp Agban, est accusé de complot contre l'autorité de l'État et tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. À l'époque, il était réfugié au Ghana où il s'était enfui après la crise post-électorale. Et c'est du Ghana qu'avec d'autres exilés, Jean-Noël Abbaye aurait participé à des rencontres visant à renverser les autorités ivoiriennes en place. Arrêté au Ghana puis extradé vers Abidjan en février 2013, l'ex-chef du groupement du bataillon armé du camp Agban est dans le boss des accusés avec une dizaine d'autres personnes. Incarcéré dès son retour, il a ensuite été condamné à 5 ans de prison pour désertion. Mais cette fois, il risque plus gros. La justice lui reproche d'être un des instigateurs de la tentative d'attaque du camp de gendarmerie Agban le 23 décembre 2012. Depuis le début du procès qui s'est ouvert en décembre dernier, il ne s'est pas exprimé. Pour l'instant, seul un commissaire de police faisant partie des accusés ainsi que 2 témoins ont été entendus. Selon le président de la cour d'assises, le verdict pourrait tomber d'ici la fin de la semaine. En Égypte, l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik a indiqué ce dimanche qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Une annonce totalement à l'opposé de celle qu'il avait faite fin novembre alors qu'il se trouvait encore en exil aux Émirats arabes unis. Reportage. Après avoir annoncé son intention d'être candidat depuis les Émirats arabes unis, Ahmed Shafik, qui a regagné son pays où ses proches l'avaient déclaré introuvable pendant plusieurs jours, a déclaré avoir pris la décision de ne pas participer à l'élection présidentielle prévue cette année. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, Ahmed Shafik a affirmé qu'après son expulsion début décembre des Émirats arabes unis, où il était en exil et son retour au Caire, il s'était rendu compte qu'il n'était pas la meilleure personne pour diriger l'Égypte. Dernier premier ministre du président Hosni Moubarak, qui a été évincé du pouvoir par une révolte populaire en 2011, Ahmed Shafik, candidat à l'élection présidentielle de 2012 et défait par l'islamiste Mohamed Morsi, avait dû faire face à la justice pour corruption. Acquitté, il s'était alors réfugié aux Émirats arabes unis. Il faut dire qu'Ahmed Shafik était considéré comme le plus grand adversaire de l'actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui n'a pas encore officiellement annoncé son intention de briguer un second mandat. En Libye, près de 300 migrants ont été secourus ce dimanche au large du pays. Ils étaient à bord de 2 embarcations en détresse. Les précisions. Les 2 opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Karabouli, à 50 km à l'est de Tripoli, et ont permis de ramener 290 migrants dans la capitale. 2 femmes qui avaient quitté les côtes libyennes ce samedi soir à bord d'un canot, avec 140 autres migrants de différentes nationalités africaines, sont mortes. Officier de la marine, Mefta Al-Zlitni n'était pas en mesure de préciser les causes du décès. 150 autres migrants se trouvaient sur un second canot qui était sur le point de couler à l'arrivée des secours. Nous avons porté secours à 2 embarcations transportant des migrants de nationalité africaine. Le premier bateau transportait environ 140 migrants, incluant 2 femmes, et le second bateau transportait environ 150 migrants africains. Le second bateau était si usé qu'il pouvait à peine avancer.
Notre bateau, notre moteur a été planché dans l'eau et les bougies s'avaient. C'est pour cela que c'est vraiment, il nous a sauvés. Nous, on a fait depuis 6 heures du matin jusqu'à cette heure-là. Le marine libyen nous a aidés pour nous faire ramener d'ici. D'après l'Organisation internationale des migrations, 3116 personnes sont mortes l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Des efforts menés par l'Italie pour dissuader les migrants de quitter la Libye ont entraîné, selon le ministère italien de l'Intérieur, une baisse de 70% des départs au deuxième semestre 2017 par rapport à la même période de 2016 sur la route dite de Méditerranée centrale, limitant le nombre total d'arrivées en Italie l'an dernier à environ 119 000. Ebibéni, la ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, est fermée. Conséquence, rien ne parvient jusqu'au Cameroun. Malabo a verrouillé sa frontière après avoir affirmé fin décembre avoir déjoué un coup d'État. Reportage. Malabo a annoncé quelques jours plus tôt avoir déjoué un coup d'État dénonçant des infiltrations de mercenaires sur son territoire, notamment à Ebibéni. Étant la ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, le pays a donc décidé de la fermer. Une décision qui n'est pas sans répercussion sur les habitudes des populations de ces deux pays. Non, avec tous les hommes en tenue que nous on a vus, en tant que femme, ce n'est pas quand même facile pour nous, pour une femme d'aller là-bas. Donc c'est pour ça que je décide de rester au marché même. Ça vient peut-être me trouver ici, chez moi. Donc c'est pour ça que je ne traverse plus. Vendredi, Malabo a indiqué poursuivre des recherches intensives dans les forêts autour d'Ebibéni et dans d'autres villes du pays pour traquer les mercenaires infiltrés. Direction le Tchad, la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et de réduire les salaires des fonctionnaires fait réagir la classe politique. Dimanche, 4 regroupements de partis politiques ont publié une déclaration pour désapprouver ces décisions et appeler le gouvernement tchadien à la raison. Voici les précisions. Le CCPPOD, cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique, la COPRAT, coalition de l'opposition politique pour le redressement et l'alternance au Tchad, l'ADO et le CPMO, 4 groupements de petits partis politiques, sont mécontents. Mécontents parce que ces derniers jours, on a appris que le prix du carburant à la pompe a augmenté alors qu'on annonce des discussions avec les syndicats pour baisser les salaires des travailleurs de la fonction publique. Il faut arrêter tout ça, demande le député Jimé Clément Bagaou, un des chefs de parti, signataire de la déclaration. En tant que leader politique, nous ne pouvons garder le silence. Ce que nous demandons, c'est que ces mesures soient levées et qu'on rétablisse le salaire des fonctionnaires, qu'ils reviennent sur les mesures pour permettre au peuple tchadien, au moins, d'avoir accès au carburant. Parce que sans le carburant, il n'y a pas d'énergie. Jeudi dernier, les automobilistes et motocyclistes ont découvert avec surprise une augmentation du prix du carburant. Une mesure qui a fait réagir vivement. De bonnes sources, ces mesures d'austérité sont inévitables. Elles visent à atteindre le niveau de performance exigé par le Fonds monétaire international qui soutient le Tchad qui traverse une crise financière depuis au moins 2 ans. Le Parlement sud-africain a annoncé dimanche qu'il allait se pencher cette semaine sur la révision des règles de destitution du président de la République. Une procédure qui pourrait viser le très controversé Jacob Zuma. Les images. Les mercredis 10 et jeudi 11 janvier, la commission de l'Assemblée nationale chargée de la révision des règles doit délibérer d'un test sur la procédure pour appliquer la section 89.1 de la Constitution. Le renvoi du président a annoncé le Parlement dans un communiqué dimanche. Une fois approuvée en commission, la procédure devra être adoptée par l'Assemblée nationale. Le Parlement suit là les injonctions de la Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, qui lui a ordonné fin décembre de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a reproché à l'Assemblée de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma dans le cadre du scandale de sa résidence privée. Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, avait rénové aux frais du contribuable sa propre
propriété de Nkandla en pays zoulou. En 2016, cette même cour constitutionnelle a reconnu le chef de l'État coupable de violation de la loi suprême et il a finalement été contraint de rembourser au Trésor l'équivalent de 480 000 €. Jusqu'à présent, le Congrès national africain ANC, parti majoritaire au Parlement, a toujours soutenu Jacob Zuma de façon indéfectible. Mais le président, dont le second et dernier mandat expire en 2019, est englué dans plusieurs scandales de corruption qui salissent l'image de son parti et érodent sa base électorale. En décembre, il a essuyé un autre revers politique. Il a été remplacé à la tête de l'ANC par Cyril Ramaphosa, son vice-président, qui a fait campagne contre la corruption. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Les États-Unis vont faire un don de 12,7 millions de dollars à la Centrafrique pour des programmes de formation de l'armée centrafricaine. L'annonce a été faite samedi par l'ambassade américaine qui estime que les forces armées centrafricaines ont un rôle central à jouer pour l'avenir du pays. Au reportage. Ce don de 12,7 millions de dollars des États-Unis à la Centrafrique doit servir dans le cadre des programmes de formation de l'armée centrafricaine. Ces programmes de formation concernent la maintenance des véhicules et du matériel de communication, ainsi que des cours d'anglais qui permettront à certains membres de l'armée de suivre des formations supplémentaires aux États-Unis. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, qui avait fait l'annonce de ce don, Washington, qui croit en l'aptitude de la République centrafricaine, pense que les forces armées centrafricaines ont un rôle central à jouer pour l'avenir de la Centrafrique. Cette assistance intervient quelques jours après l'autorisation de l'ONU accordée à la Russie de livrer des armes à la Centrafrique. Le 15 décembre dernier, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait été autorisée par les Nations Unies à donner un stock d'armement conséquent à la République centrafricaine. En octobre dernier, la Chine avait également fait don de matériel logistique et d'équipements militaires à Bangui. La communauté internationale soutient ce réarmement de l'armée centrafricaine. À terme, la force de paix de l'ONU en Centrafrique, qui a été prolongée en novembre dernier pour 1 an, doit être remplacée sur le terrain par les forces armées centrafricaines. Carnet noir pour boucler cette édition gagnante de l'Eurovision en 1965 avec Poupée de cire, Poupée de son. France Gall, machine à tube dans les années 80, s'est éteinte ce dimanche à 70 ans, suscitant une pluie d'hommages en France et à l'étranger. Au Sénégal, à 3 minutes de pirogue de Dakar, la petite île de Ngor, surnommée Ngor la Belle, pleurait ce dimanche la chanteuse qui possédait une maison, tandis que son restaurant dans un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise a gardé les volets baissés. C'était une amie de cette île. Elle a fait énormément de bien pour les enfants du village au niveau d'actions discrètes dans ces établissements sanitaires, au niveau de l'école. Savoir qu'elle est décédée aujourd'hui, ça me bouleverse en fait. Et puis ça me fait bizarre d'être là, au-delà de ce qu'elle a pu nous donner dans ses chansons par rapport au texte que Michel Berger avait écrit, par rapport à ce qu'elle dégageait. C'était une personne entière, généreuse, sensible, gaie. Elle a réussi à faire des petits trucs pour les enfants du village, quoi. Donc elle avait aussi des projets de construire au moins des écoles, des hôpitaux, tout, hein, pour les jeunes du village. Mais malheureusement, Dieu l'a voulu comme ça, quoi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.